Bonjour à tous, les arts, les spectacles ou encore le lifestyle, bienvenue dans le Culture Mag. Au programme, aujourd'hui nous célébrerons ensemble la commémoration de l'armistice avec une revue de tous ces films qui se déroulent en pleine Grande Guerre. Puis sur notre plateau, la réalisatrice Ayala Sherrod avec son film d'animation Pas comme les autres, vous verrez ça. Enfin, si vous êtes fan de Sex and the City ou pas d'ailleurs, vous découvrirez la version africaine de cette série télévisée américaine mythique. Cette année, nous célébrons les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale et aujourd'hui même les 96 ans de l'armistice du 11 novembre. 100 ans que le cinéma revient sur l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. David Gombin a effectué pour vous une sélection des classiques de la Grande Guerre. Regardez. Novembre 2014. 100 ans se sont écoulés depuis le début de la Première Guerre mondiale. Un siècle que le 7e art raconte ce conflit, une tragédie fondatrice de nos sociétés modernes qui a donné naissance à de grands chefs-d'œuvre du cinéma. Ce mois-ci, c'est le maestro Ermanno Olmi qui présente Torneranno i Prati, Le pâturage reviendra. À 83 ans, le cinéaste oscarisé et Palme d'Or 78 avec L'Arbre au sabot présente ce qui sera peut-être son ultime long-métrage. Une chronique dure et sombre du quotidien des soldats italiens à la frontière autrichienne. Une musique frappante, peu de dialogue. Des dialogues, le film Les Ailes n'en contient aucun, car c'est sans parole que la Grande Guerre débarque sur les écrans. En 1927, ce film muet est un très grand succès. En tête d'affiche, Clara Bow, la star de l'époque. Une telle réussite qu'en 1929, Les Ailes reçoit pour la première fois de l'histoire un prix inédit dénommé l'Oscar. Un succès qui a visiblement inspiré Hollywood. L'année d'après, c'est un autre film sur la Première Guerre mondiale qui sort sur les écrans. À l'Ouest, rien de nouveau. Adaptation du roman éponyme Vois la guerre, mais côté allemand. Et ça marche. Le réalisateur Lewis Milestone recevra l'Oscar 1930 du meilleur réalisateur et du meilleur film. Un film dont les projections dans l'Allemagne des années 30 seront la cible de multiples attaques nazies. De l'autre côté de l'Atlantique, le cinéma français n'est pas en reste. En 1937, Jean Renoir réalise La Grande Illusion, le récit de deux officiers français capturés par l'ennemi allemand et qui tentent de s'évader. Ici, pas de bataille, pas de sang, mais une écriture brillante mise au service d'une musique pacifiste, ce qui lui vaudra d'être censuré en Allemagne et quelques années plus tard dans la France occupée de la Seconde Guerre mondiale. Même après la Seconde Guerre mondiale, la première reste d'actualité. En 1957, Stanley Kubrick provoque la fureur avec son film Les Sentiers de la Gloire. Il revient sur ces poilus qui, en 1916, refusent de sortir de leurs tranchées. Des soldats jugés en conseil de guerre et fusillés pour lâcheté. Un film censuré en France pendant 22 ans. Ça s'appelle haute trahison. Le pacifisme, un thème qui revient souvent quand le cinéma aborde la Grande Guerre. En 2005, un film retrace cette histoire vraie de fraternisation entre soldats allemands et français. Joyeux Noël, le temps d'une soirée, ces poilus oublient la guerre et réveillonnent ensemble. Avec Guillaume Canet aux côtés de Daniel Brühl, pour ce film, le casting est lui aussi franco-allemand. Tu vas la voir, ta fiancée, t'as gagné ton ticket. Un ticket pour la cour martiale, oui. Un long dimanche de fiançailles, 3 ans après Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet rempile avec Audrey Tautou pour cette fresque violente et dure située dans les tranchées de la Somme. Avec un budget de 45 millions, c'est à sa sortie le film français le plus coûteux de l'histoire. En 2014, une poignée d'années après la mort des derniers poilus, nous sommes désormais privés de témoins vivants. Mais pour évoquer en images ce que fut la grande tuerie de 14-18, d'autres horizons s'ouvrent, ailleurs que dans les salles obscures. L'héritage de la Première Guerre mondiale devient interactif. Avec Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, les studios Ubisoft ont fait appel à des spécialistes de ce conflit pour ce jeu vidéo en forme de BD interactive. Comme si même après 100 ans, que ce soit sur grand ou petit écran, essayer de comprendre pourquoi et comment sont morts 9 millions d'hommes restait un travail à recommencer, génération après génération. Perdu au milieu de la guerre. Ayala Sherrod est une jeune femme pleine de créativité qui a choisi d'utiliser ses talents d'animatrice graphique pour raconter une histoire familiale poignante, celle de sa grand-mère qui a survécu à l'Holocauste. Le résultat, ça s'appelle Broken Branches. C'est un court-métrage qui a remporté le prix du meilleur court-métrage au festival du film de Haïfa et qui est présenté dans des festivals un peu partout dans le monde. Nous sommes ravis de vous recevoir ici sur le plateau, Ayala Sherrod. Merci d'être avec nous. Alors, comment est né ce projet tout d'abord ? Well, this project born when I lived in the UK. Eh bien, ce projet est né alors que je vivais au Royaume-Uni. I always
J'ai toujours connu l'histoire de ma grand-mère, mais d'un coup, alors que je parlais de tout et de rien avec un collègue, j'ai réalisé que cette histoire est intéressante, elle est unique, car soudain, j'ai vu cette histoire via les yeux de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'habite pas en Israël. Et c'est ça qui m'a décidé à vouloir interviewer ma grand-mère, et c'est à mon film. Et pourquoi vous avez choisi l'animation particulièrement pour raconter cette histoire? L'animation, c'est ma langue. Je viens de l'animation. Ce que j'aime avec l'animation, c'est que vous pouvez... C'est comme un dialogue, car ma grand-mère a sa propre histoire, et avec l'animation, je donne mon propre point de vue, qui parfois peut être différent. L'animation peut être un bon outil pour décrire des souvenirs. C'est plus facile de travailler avec l'animation pour raconter une histoire aussi poignante, peut-être pour toucher plus d'audience que de faire un documentaire normal? Je pense que c'est plus facile, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi l'animation. C'est plus léger, plus ludique. Vous pouvez vous lâcher et inventer des choses. Un documentaire normal se baserait sur des éléments visuels que vous avez en votre possession, comme des documents et des photos. Avec l'animation, vous pouvez vraiment inventer votre propre monde. Mais alors, comme on le voit sur ces images, votre grand-mère, elle, par contre, dans le film, n'est pas animée. Elle est humaine. Je ne voulais pas me tromper. Elle a des expressions si incroyables. Et c'est quelque chose qui lui est particulier. C'était très clair dès le début que je la représenterais telle qu'elle est et que je ne devrais pas y toucher. Et alors, comment vous expliquez, parce que votre film, depuis en fait la valse avec Bachir, on a l'impression qu'Israël explose dans le monde de l'animation. Comment vous expliquez cette explosion? Je n'ai en fait aucune explication à ça, car malheureusement, l'industrie de l'animation en Israël est très indépendante. Et c'est extrêmement difficile de décrocher des budgets. J'ai énormément de chance d'avoir pu avoir ces fonds-là. Vous en parlez justement, vous avez fait appel au crowdfunding, qui est en fait cette espèce de récolte de fonds sur Internet où les gens peuvent participer, n'importe qui peut participer pour vous aider. C'est comme ça que vous avez complété ce film. C'est ça en fait le futur du financement du film? La majorité des financements de films provient en fait de la Fondation Rabinovitch et de la Loterie nationale. Ça, c'est pour l'essentiel. Quant au projet Kickstarter, on a senti qu'on aurait besoin d'un petit complément parce qu'on n'avait pas assez de fonds. Donc ce projet n'aurait pas pu exister sans les financements traditionnels. Si vous aviez eu plus d'argent, vous auriez fait un long métrage peut-être? Non, pas du tout. Ce film devait exactement faire cette durée-là. C'est ce que la narration demandait. Je n'avais pas vraiment le choix. Vous avez l'histoire en tête, vous commencez à monter. Ça ne pouvait faire que cette durée-là. Vous travaillez sur un autre projet en ce moment? J'ai quelques idées, des idées générales, mais rien de sûr pour l'instant. Merci beaucoup Ayala Sherrod, donc avec votre magnifique petit court-métrage qui s'appelle donc Broken Branches, les branches cassées en français. On vous souhaite bonne chance à travers le monde puisque vous êtes dans pas mal de festivals cette année. Thank you. À chaque commémoration de la réunification allemande, les anciens habitants de l'Allemagne de l'Est se souviennent de cette époque à leur façon. Alors bien sûr, la plupart d'entre eux ne glorifieront pas le passé, mais certains admettent tout de même languir le bon vieux temps de la RDA. Désormais, ce sentiment a même un nom, ça s'appelle l'ostalgie. Tal, Heinrich et Sandy Vertis vous disent tout sur ce phénomène. Regardez. Depuis quelques jours, l'Allemagne célèbre le 25e anniversaire de l'un des événements les plus significatifs de son histoire, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Mais même si les célébrations se sont multipliées à Berlin et dans tout le pays, le souvenir de cette division de 28 ans reste une cicatrice, une Allemagne divisée, pas seulement géographiquement, mais aussi par les mentalités, les habitudes et les croyances.
À l'époque, les habitants de l'Est et ceux de l'Ouest espéraient que la réunification fusionnerait les qualités de l'Ouest et les éléments positifs de l'identité est-allemande. Mais après 25 ans, certains habitants de l'Est se sentent lésés, leur impression, une identité et des valeurs non seulement effacées, mais aussi délégitimées. En d'autres termes, l'Ouest domine. Ce sentiment d'infériorité a créé l'ostalgie, mix entre Ost, Est en allemand, et nostalgie, qui évoque donc la nostalgie de la vie en Allemagne de l'Est. Je pense que la majorité des Allemands vivant à l'Est ne souhaitent en aucun cas prôner la dictature de la RDA. La plupart d'entre eux ont développé cette nostalgie plus comme une réaction contre la délégitimisation de la vie des Allemands de l'Est ou de la vie en RDA, qui a lieu depuis 1990. Des produits symbolisant cet amour ironique pour la vie quotidienne dans l'ancien État communiste peuvent être trouvés dans des boutiques spécialisées un peu partout en Allemagne. Des produits comme le Vita Cola, ersatz de Coca-Cola en RDA ou encore cornichons et chocolat typiques d'Allemagne de l'Est. Bien sûr, c'est très nostalgique. Ça m'évoque de nombreux souvenirs, j'ai grandi avec ces produits. C'est génial de pouvoir encore les trouver. Et pour ceux qui souhaitent vivre une vraie expérience de la RDA, des virées en Trabant, voitures très communes en Allemagne de l'Est, sont organisées. Vous pouvez aussi passer la nuit dans un hôtel au thème RDA ou boire une bière dans un bar style Stasi, la terrible police politique, où le propriétaire sera heureux de vous conter tous les mérites oubliés de la RDA. Personne ne souhaite vraiment le retour de la RDA ou celui du mur, mais son aspect social leur manque. Le chômage n'existait pas, tout le monde avait les moyens de payer son loyer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ce qui manque, ce sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité dans un régime qui était construit par la peur, un paradoxe qui interroge ceux qui ont grandi de l'autre côté de la ville, à l'ouest, du côté de la liberté. Je pense que c'est un phénomène très étrange. Je peux imaginer ce que ressentent les gens qui ont passé leur enfance pendant cette période. Le monde a dû s'effondrer en 1989. Certaines d'entre vous se rappellent peut-être de la série Sex and the City avec ses 4 célibataires new-yorkaises absolument incontournables. Alors vous aurez peut-être imaginé une adaptation de la série à Paris ou encore à Milan, mais aujourd'hui, c'est une version africaine dont on va parler et ça fait fureur. Laura Duhamel, bonjour. Bonjour, alors oui, c'est une série qui fait fureur en Afrique, ça s'appelle An African City. C'est la nouvelle version africaine de Sex and the City. On y suit 5 femmes trentenaires, célibataires et libérées qui, après avoir vécu en Europe aux États-Unis, reviennent dans leur pays natal, le Ghana. Alors le Ghana, un pays en pleine mutation, certes, mais un pays où la société reste finalement très patriarcale. Et donc ces femmes-là, elles ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ont décidé de vivre leur vie comme elles l'entendent. Et elles se posent donc finalement exactement les mêmes questions que toute femme de leur âge se pose. Alors comment faire si l'on se fait draguer par son patron? Faut-il accepter les cadeaux d'un sugar daddy? Je vous le demande. Alors voilà, dans An African City, on va les voir lutter pour retrouver leur place dans leur terre natale, dans cette Afrique encore traditionnelle qui rejette finalement parfois leur mode de vie très occidental. Alors est-ce qu'on a des extraits de cette série? Parce que du coup c'est très intriguant. Alors oui, on va regarder un extrait du trailer. More than 5.5 million Africans live in the United States and Europe. Every so often, some of these Africans, like us, return home to the motherland. And to their mother's disappointment, they return, unmarried, single, and childless. And once back on the African continent, they remain, unmarried, single, and childless. Ah oui, on retrouve là le ton de Sex and the City version américaine, mais ça se passe donc pas du africaine. tout. Oui, je parle les tons, mais on se rappelle très bien des cosmopolitains dans la série américaine, et donc on retrouve ces tons là où elles sont assises au bar avec leur cocktail. Donc c'est une série, par contre, elle, donc comme je disais, qui faisait la part belle à la culture africaine finalement. Oui, alors c'est aussi le but de cette série. Finalement, la productrice Millie Moniwe explique qu'en fait l'objectif c'est de montrer cette Afrique qui s'ouvre
Donc la série a lieu au Ghana, mais finalement on pourrait se projeter dans n'importe quelle capitale africaine. On retrouve les mêmes sons, les mêmes couleurs, voire même les mêmes ambiances. Milly Monio veut montrer justement une Afrique positive, une Afrique afropolitaine, pour reprendre ce nouveau mot à la mode. On y découvre aussi, et c'est intéressant, une Afrique riche. C'est aussi le nom de leur cocktail, l'afropolitain. Peut-être. Du coup. Donc ça fait Alors, le succès est au rendez-vous de cette série. Le succès est au rendez-vous, et en plus c'est une web série qui se regarde sur Internet, et ce qui est particulièrement adapté aux Africains qui utilisent énormément les téléphones portables. Et ce que je voulais dire juste pour terminer, c'est qu'on découvre, regardez, vous voyez, ces femmes sont plutôt aisées. Donc on découvre une Afrique riche finalement, et loin qui sort de ces clichés clichés qu'on retrouve, qui est une Afrique qui existe, qui ne représente effectivement pas toute l'Afrique, mais c'est une Afrique qui existe, et de plus en plus. Et donc cette série fait la part belle à cette Afrique-là. Merci beaucoup Laura Duhamel, on sera nous aussi au rendez-vous. Et vous aussi bien sûr. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur i24news.tv, sur Facebook, sur Twitter. L'info continue. Au revoir.